Samedi oblige, on vous retrouve pour le Ce à quoi il fallait répondre, dans lequel Shai et moi-même allons tenter de répondre aux multiples questions que vous nous avez envoyées cette semaine. Excusez-moi pour le petit bafouillage, c'est la fin de semaine, fin d'année, on est tous fatigués. Néanmoins, on va faire du mieux possible. Shai, tu me disais qu'il y avait encore un paquet de questions qui étaient arrivées cette semaine. Toujours un paquet de questions, c'est toujours un plaisir de vous lire. Il y a pas mal de questions qui étaient destinées à Antoine et toi, vu qu'Antoine n'est pas parmi nous. Voilà, sachez que si vous avez ciblé Antoine précisément pour une question, ce sera sans doute posé un peu plus tard, mais Antoine n'étant pas parmi nous, je les ai mises de côté. Mais effectivement, on en a beaucoup et je vais commencer par une question qui nous vient de Suisse et ça nous permet de saluer aussi nos auditeurs de Suisse. On sait que vous êtes assez nombreux. C'est une question de Laurent qui nous dit « Je ne suis pas patriote pour un sou, néanmoins, en tant que Suisse roman, donc francophone, j'aimerais bien qu'on parle un peu de Keyshawn George, donc des Washington Wizards. Prometteur ou non, ça c'est sa question. J'ai regardé que 2-3 matchs des Wizards en début de saison, mais là, c'est bon, on n'a qu'une vie. » Et après, je vais lire son message qui est sympa, au niveau de la Suisse. Soyons honnêtes, si j'étais français et parisien, je me foutrais totalement de la Suisse. On ne sert clairement qu'à blanchir l'argent de vos politiciens. Mais voilà, de ce côté-ci de la frontière, nous sommes culturellement sous perfusion de médias français pour le meilleur et pour le pire, et toujours un peu déçus de voir nos ressortissants NBA un peu ignorés par les journalistes NBA hexagonaux. Alors certes, on n'a pas pondu le Federer du basket, et je sais qu'Antoine Pimel a pris le McDo le plus cher de sa vie au Liechtenstein, non loin de la frontière suisse, et que ça lui rappelle des misères. Mais Capella et Sefolosha sont ou ont été malgré tout des joueurs très corrects. D'ailleurs, les 3 joueurs NBA suisses jamais draftés en NBA sont tous passés par Chalon, et ce serait cool d'en savoir plus sur ce club. Perso, je n'y connais rien. En tout cas, nos Helvètes sont presque français. Il nous suggère d'ailleurs d'essayer d'interviewer certains de ses compatriotes. On n'y manquera pas, on essaiera pourquoi pas. Il y a effectivement des joueurs suisses et d'anciens joueurs suisses en NBA qui sont intéressants. Mais Théo, alors c'est un peu, j'espère ne pas te mettre en difficulté parce que Washington n'est pas l'équipe qu'on prend le plus de plaisir à regarder. Mais est-ce que tu as vu un peu jouer Keyshawn George ou pas du tout? Honnêtement, pour être 100% honnête, je l'ai pas suffisamment vu jouer pour avoir un avis définitif du tout. J'ai Ouais. vu bien entendu des matchs des Wizards, mais c'est vrai que j'avais plutôt un œil calé sur les perfs de Bilal Koulibaly et d'Alexandre Sarr. Ceci étant dit, effectivement, j'allais parler de Chalon justement quand tu lisais la question, parce que ça a longtemps été la filière suisse, et je pense qu'on a quand même toujours, nous, enfin moi je me sens en tout cas comme ça, toujours avoir une fibre un petit peu pour les francophones au sens large, donc que ça soit les Belges, les Suisses, et puis une bonne partie aussi de joueurs africains qui parlent français. On se sent toujours un petit peu plus lié à ces joueurs-là. Et effectivement, Clint Capella, Thabo Sefolosha, dont j'ai vu les débuts avec Chalon quand il était avec le groupe pro, c'est des joueurs que j'ai toujours appréciés. Et comme souvent, je place mon petit Harold Mrazek qui a fait le bonheur de l'Asvel à la grande époque. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Je sais que longtemps, il a été considéré comme, en tout cas, c'était le meilleur scoreur suisse du championnat. Et puis longtemps, il a été considéré comme le meilleur joueur suisse avant d'être surpassé par les talents NBA qu'on connaît. Mais non, pour ce qui est de Keyshawn George, très honnêtement, je me sens pas d'avoir un avis définitif. Je sais pas si toi, Shai, tu as pu l'étudier et le regarder d'un peu plus près que moi. J'ai pas d'avis définitif, mais j'ai moi aussi un peu trop regardé les Washington Wizards à mon goût et pour ma propre santé. C'est un joueur il y a vraiment à boire et à manger avec lui en fait. C'est-à-dire que d'un match à l'autre, tu peux te dire, ouais, il y a des fulgurances qui sont vraiment très très prometteuses. Tu vois, ce matin, on parlait d'Anthony Black, par exemple, qui dans sa première saison, avait eu des hauts intéressants et des bas très très rugueux, on va dire, rudes. Keyshawn George, ça me fait un peu cet effet-là. Il prend beaucoup de tirs à 3 points pour très très peu de réussite, mais il a à la fois la carte blanche pour les prendre. Il en prend 5 par match quand même. 5 tirs par match sur 25 minutes de temps de jeu et il prend 7 tirs en tout. Donc il prend beaucoup la proportion est importante de tirs à 3 points et il met que 24%. Donc ça, forcément, dans l'NBA actuelle, ça peut être problématique. Par contre, il y a des fois où je l'ai vu jouer, où je l'ai vu scorer assez facilement. Il a un bon sens du jeu, donc il fait des passes décisives. Il trouve quand même il a un jeu de passe. Je trouve qu'il a un jeu de passe intéressant. C'est un joueur, ça peut être un diamant brut en fait. Il lui faut du temps de jeu, il lui faut un contexte propice pour l'éclosion. Je ne sais pas si ce sera le cas des Washington Wizards, mais en tout cas, il n'y a pas rien. Il y a du potentiel. On l'avait vu, on l'avait un petit peu entreaperçu en France. Il y a du potentiel et je pense que il peut tout à fait devenir un joueur NBA très très solide. Ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Mauvaise nouvelle pour les Suisses, par contre, ce que j'ai regardé, je me suis posé la question après avoir lu celle de Laurent, c'est que Keyshawn George a depuis peu fait le choix de jouer pour l'autre nation qu'il était en mesure de représenter, c'est-à-dire le Canada. Et donc, il jouera pas avec l'équipe nationale suisse à l'avenir. Voilà.
Ouais, en tout cas, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fans des Wizards parmi vous, mais n'hésitez pas si vous avez vu encore plus précisément ce que donne Keyshawn George que Shai ou moi. Dites-nous ce que vous en Bien sûr, pensez dans les commentaires. tout à Par fait. contre, le Canada, tu dis, il y a un moment, ils vont avoir trop de joueurs pour leur propre équipe nationale. Déjà que C'est déjà le cas, hein, je pense. Hein. c'est le pays qui a le plus gros contingent de joueurs en NBA actuellement, mais là, c'est vrai que c'est impressionnant qu'ils continuent à en rajouter comme ça à la liste. Ouais, c'est énorme vivier pour le Canada et il y aura des problèmes de riches à un moment, ça ne fait aucun doute. C'est clair. Prochaine question. Alors, du coup, je me permets de te la poser, Théo, parce que tu n'étais pas avec nous hier matin pour évoquer rapidement les trophées individuels de fin de saison. Et donc, Flying Flow nous demande, après un tiers de la saison, donc un peu plus d'un tiers, quels sont vos pronostics pour les awards et classements de fin de saison régulière? Donc, je me suis dit qu'on allait un peu prendre la température auprès de toi, Théo, que c'était une question qui était tout à fait adaptée. Donc, je vais te demander, tu n'es pas obligé de me dire, c'est sûr, lui, c'est mon favori, mais un peu si tu as un avis sur la question à chaque fois. Ouais. Alors, Flo nous demande d'abord, qui tu vois finir top 2 de chaque conférence? Est-ce que tu penses que les positions sont figées de part et d'autre? Top 2 de chaque conférence. Alors, j'ai pas les totaux victoires-défaites sous les yeux, là. Je pense que rien n'est... Enfin, je pense que pour... comment dire je pense qu'OKC finira premier de la conférence Ouest. Ouais. C'est eux qui sont premiers, hein, je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est lui que j'avais Okay, pronostiqué premier. J'ai eu un doute au moment de le dire, tu vois. Je peux te faire un état des lieux si tu veux. Hein. Rapidement, mais à l'Ouest, effectivement, OKC est en tête avec 3 victoires déjà d'avance sur Memphis. Juste derrière, il y a Houston en 3e position. Et après, petit à petit, il y a l'écart. Dallas 4e, les Clippers 5e, les Nuggets 6e. Et si tu veux un peu voir la barrière, donc les Nuggets 6e et donc virtuellement qualifiés pour le premier tour des playoffs ont 6,5 au niveau des victoires de retard sur OKC. Voilà. Ouais, non, de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Je pense que OKC finira premier. Je pense que Boston finira premier aussi de la conférence Est. Ça, je pense que c'est à peu près sûr pour le premier spot. Pardon. Par contre, je suis pas certain que pour le deuxième, ça soit garanti. Memphis, alors là, j'enlève un peu. Enfin, j'avais été le disrespect, je pense, de nous trois. C'est pas sur le disrespect, c'est vraiment. J'attends de voir si Ja Morant tient la saison tout du long, parce que finalement, ça fait longtemps qu'il a pas eu à jouer une saison complète, et c'est vraiment c'est vraiment le facteur. Par contre, ce qui est sûr, c'est que leur excellent bon début de saison et pas un feu de paille. Donc si Ja Morant est là et qu'il n'y a pas de souci majeur, je parle pas de rater un match par-ci par-là, mais s'il n'y a pas de souci majeur, ils peuvent tout à fait finir deuxième. Mais je suis pas si certain que ça. Et à l'Est, la question, c'est de voir jusqu'où Milwaukee peut grimper, en fait. Parce que c'est vrai et il y a Cleveland qui est quand même, pour l'instant, c'est pour ça que je t'ai pas encore fait l'état des lieux à l'Est, mais bien sûr. Donc Boston, que tu mets devant, est deuxième avec 2 victoires de moins que les Cavs, qui ont 6 victoires d'avance déjà sur le troisième qui est New York. Mais c'est vrai qu'on l'a plus en tête, mais il y a un vrai écart déjà alors qu'on n'est pas à mi-saison encore. Donc je dis n'importe quoi, donc je retire tout à fait ce que j'ai dit. Non, je pense que Cleveland et Boston, effectivement, je les vois finir au poste position 1 et 2, sachant que je suis pas certain que Boston, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, je suis pas sûr que Boston aura la volonté de finir quoi qu'il arrive premier, alors que pour Cleveland, c'est bien plus impactant, je pense, pour valider leur belle progression. Mais j'attends de voir effectivement ce que va donner Milwaukee, sur qui moi j'avais fait une croix quasiment dès le début de saison. Je croyais pas à cette équipe. Je pense qu'elle est un peu faible. Faible, non. Je pense qu'il n'y a pas tout à fait ce qu'il faut peut-être pour être champion, mais on verra ce qui se passera à la trade deadline. Par contre, les bons résultats actuels laisse penser que Milwaukee va continuer de grimper. Ouais, et puis de toute façon, la saison régulière et les playoffs sont 2 choses différentes. Hein. Ils peuvent finir 5e, 6e et être très bons en playoffs. Moi, je pense aussi, ça m'a l'air assez verrouillé quand même pour l'Est. Cleveland a l'équipe pour tenir la route, que ce soit premier ou deuxième, et les Celtics aussi ont une telle marge, à mon avis, que la bataille va plus être intéressante derrière pour les places d'honneur. Et à l'Ouest, évidemment, OKC en tête. Et derrière, j'aurais tendance à voir Dallas rattraper le retard qu'il y a sur Memphis, qui n'est pas énorme. Hein. Memphis est en 19-9 et Dallas en 17-10. À partir du moment où Doncic et Irving vont pouvoir enchaîner les matchs ensemble, j'ai l'impression que Dallas va quand même refaire le retard. Ce qui ne m'empêche pas de croire dans les Grizzlies pour finir peut-être avoir l'avantage du terrain au premier tour. Ce serait déjà beau. Il y a aussi, du coup, il nous demandait pour les trophées individuels, donc tu peux me le dire à la volée, hein, tu n'as pas forcément besoin de te justifier, mais qui serait ton MVP pour l'instant, Théo, à ce stade de la saison? Pour moi, le MVP à ce stade de la saison, c'est Jokic. Vraiment, je pense que le niveau de jeu est phénoménal.
en termes même d'impact all-time, c'est un truc de dingue. Par contre, derrière, Shai et Yanis qui fait une saison totalement folle. Franchement, Ouais. je pense qu'il va grimper aussi dans les différents classements pour le MVP tout au long de la saison s'il continue sur cette lancée-là. Mais j'ai l'impression que Jokic est quand même un degré au-dessus. Ouais, moi je conditionnais un tout petit peu ça. On n'avait pas le même avis avec Antoine, mais au classement des Nuggets, faudrait pas que ça descende trop. Tu vois, je pense que là, ça va, c'est Mm. raisonnable. Le cinquième à l'Ouest. Moi aussi, je pense qu'aujourd'hui, je voterai Jokic. Yanis est dans la discussion très, très, très clairement aussi. Et Shai également. Doncic pas trop loin en fonction de ce que font les Mavs et s'il manque pas trop de matchs. On était à peu près sur ce trio-là aussi, tu vois, avec Antoine. Donc, Ok. ensuite, il y a le coach de l'année. Je sais pas si tu avais. Non, bah là, je vais me ranger à ce que vous disiez avec Antoine. Je pense que Kenny Atkinson a tout pour être élu coach de l'année. Voilà, faut quand même rappeler que je trouve que c'est un des trophées qui est le plus clair dans le sens où c'est pas l'élection du meilleur coach. C'est l'élection Ouais. du meilleur coach dans l'absolu. C'est l'élection du coach qui a le plus gros impact en fait sur son équipe. Ce qui sont deux choses différentes. Et je pense que voilà, Kenny Atkinson, c'est pas pour dire que c'est pas un très bon coach. Hein, c'est pas ça que je veux dire du tout. Mais voilà, l'impact qu'il a eu sur Cleveland avec sensiblement exactement le même roster que celui qui était celui dont disposait JB Bickerstaff par le passé fait qu'il est parti pour choper ce titre, je pense. Ouais, on était assez d'accord là-dessus. Moi, j'ai quand même mentionné assez fort Taylor Jenkins Taylor qui fait Jenkins, du bon ouais. travail aussi avec Memphis. Bon, mais oui, Kenny Atkinson, je veux dire, les Cavs sont en tête et il a la même équipe et il fait 10 fois mieux. Enfin, 10 fois mieux, je sais pas, mais même dans le style de jeu, il a apporté quelque chose. C'est pas juste sur le plan mental, il y a quand même quelque chose de changé. Donc, ouais, pour l'instant, à mon avis, il fait quand même la course en tête. Rookie de l'année, c'est un peu le plus casse-gueule, je Bah ouais, trouve. ça va être le plus ouvert au bout du compte. Jusqu'au Ouais. pardon, jusqu'au bout avec la blessure de Jared McCain qui de toute façon, même s'il devait revenir, aura pas le nombre de... Je pense que Mm. pour les rookies aussi, il y a un minimum de matchs à avoir disputé, il me semble. Je sais plus, Comme pour Antoine les me autres disait que trophées. non, mais j'avoue que je suis passé à Ok, côté des critères d'éligibilité. d'accord. De toute façon, je pense que ça risque d'être un peu juste. Hein. C'est Mm. quand même une blessure sérieuse Ouais. qu'il a subie. Donc derrière, ça va être ouvert. Voilà, bon, pour l'instant, je pense que c'est quand même Stephen Castle qui est bien parti pour pouvoir disputer ce trophée. Mais j'ai l'impression que ça va jouer jusqu'à la dernière seconde. Et je pense que les Français ont peut-être eu une carte à jouer là-dedans. J'attends vraiment de savoir ce que va faire Atlanta en fait à la deadline. J'arrive Mm. pas à savoir s'ils vont bouger ou pas l'effectif. Bon, je vais pas en faire des tonnes sur Zachary Rizaché. Ce qui me déçoit un petit peu, au-delà du temps de jeu en fait, c'est qu'il est vraiment quasiment uniquement dans un rôle de finisseur. J'aimerais bien le voir plus avec la balle en fait. Et je me demande Mm. si jamais on sait que DeAndre Hunter est dans pas mal de rumeurs potentiellement d'échanges, d'autant qu'il fait une bonne saison, donc il aura vraiment... je pense que limite si Atlanta veut trader DeAndre Hunter, je pense que ce sera le meilleur moment pour le faire. C'est maintenant qu'il est en train Ouais, de sa valeur, performer. c'est clair, sa valeur est à la hausse là. Et voilà exactement. Donc je sais pas si tu vois si jamais Zachary Rizaché pouvait avoir l'opportunité d'avoir un peu plus le ballon en main en deuxième partie de saison. Je continue de penser qu'il a qu'il a une carte à jouer. Après, comme tu le disais ce matin, je crois Alexandre Sarr qui fait quand même des stats qui sont respectables. Moi, j'aime bien Yves Missy du côté des Pelicans. Ouais. Je pense que ça Mm. sera un long shot, comme on dit. Et je pense que voilà, c'est pas joué, mais il a des arguments à faire valoir. Il y a pas mal de mecs intéressants dans cette draft au bout du compte. Ouais, et je tiens à rappeler, parce que du coup, je l'ai mentionné Ouais. dans les commentaires hier, mais on a eu un petit problème technique avec Antoine hier sur l'enregistrement. Donc, on avait enregistré pendant un quart d'heure et on avait parlé de la course au rookie de l'année. On avait pas mal parlé de Jalen Wells à ce moment-là, parce que vous savez que je regarde Memphis, donc forcément, il m'a tapé dans l'œil. Et malheureusement, on l'a pas évoqué ou très très peu évoqué ensuite quand on a réenregistré. Mais Jalen Wells, même s'il sera, à mon avis, pas rookie de l'année, il sera dans la All Rookie Team et c'est déjà une révélation pour les Grizzlies. Donc il y a lui et son partenaire rookie des Grizzlies, Zach Edey, qui, Zach Edey, ouais. après avoir manqué un mois, là, je pense il est revenu dans le 5 là, cette nuit, la nuit dernière, et il fait déjà des stats qui vont tourner autour du double-double. Donc c'est une course ouverte et je trouve intéressante parce qu'on ne sait pas exactement encore quel est le plafond de chaque joueur. Si dans d'autres situations, il ne serait pas meilleur, c'est toujours intéressant. Il y a pas un candidat, un vainqueur clair comme souvent par le passé. Donc c'est une course qui mérite qu'on la suive, comme toutes les autres, hein, d'ailleurs, notamment celle du défenseur de l'année. Je ne sais pas si tu as... je crois qu'on était tombé à peu près d'accord sur Victor Wembanyama avec Antoine, mais on aime bien aussi les autres profils moins protecteurs de cercle peut-être que Victor. Ouais, comme vous en fait. Moi, je pense quand même que Victor est probablement celui qui a le plus de chances de décrocher ce trophée, simplement parce que sa domination, elle est vraiment quantifiable.
par le nombre de comptes, le nombre de rebonds défensifs, même à l'œil nu, en fait, tu regardes le nombre de fois où il dissuade les attaquants de se rapprocher du cercle. L'an dernier, il est arrivé deuxième de ce vote, donc il a déjà quelque part mis un pied dans la porte, comme on dit. Par contre, voilà, moi, c'est que j'adore Dyson Daniels. Il y a pas mal de. Je voyais le travail, alors je pense qu'il sera trop loin, mais le travail d'André Jackson lors de la finale de la NBA Cup, son travail sur chez Gilgeous-Alexander, c'était phénoménal. Et je pense que vraiment, c'est un potentiel très très fort joueur de ce côté-là du terrain. Donc il y a pas mal de joueurs intéressants. Ouais. On peut rapidement dire un mot peut-être sur le MIP qui est toujours le trophée le plus compliqué, je trouve, enfin, qui n'est pas le plus simple à juger. Je ne sais pas si là aussi tu as un avis à ce sujet. Bah là, non, honnêtement, j'ai pas d'avis particulier parce qu'en fait, il y a plusieurs candidats, je trouve, très valables à ce stade de la saison pour des raisons différentes, tu sais, avec des profils différents. Ouais. Je sais que, voilà, Antoine fait campagne pour Franz Wagner. Il y a pas mal de joueurs quand même qui sont... Tu avais évoqué Kate Cunningham, qui était celui que j'avais en tête, moi, sur le début de saison. Donc, entre des joueurs qui confirment tout le bien qu'on attendait d'eux sur le terrain et d'autres qui sont en train de passer des caps parce qu'ils ont plus de minutes ou qu'ils ont plus d'opportunités, c'est toujours difficile. Donc, à ce stade, j'ai pas de favori précis, en fait. Ouais, non, c'est compliqué de toute façon. Je vais redire rapidement pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast d'hier matin, mais on a cité en vrac Evan Mobley, Dyson Daniels aussi, Jalen Johnson, R.J. Barrett, Norman Powell, Tyler Hero aussi. Voilà. Donc c'est un peu la foire pour l'instant. Je pense que c'est pas le plus simple sur lequel se prononcer ce trophée de MIP. Celui de sixième homme est assez intéressant aussi. On l'évoquait à demi-mot ce matin, Théo. On parlait de DeAndre Hunter qui finalement sort du banc et fait des gros stats. Antoine était... Et moi aussi d'ailleurs, on était quand même plutôt parti sur Peyton Pritchard qui marque beaucoup avec Boston en sortie de banc. Est-ce que tu as un avis sur le sujet aussi? Ouais, je pense que Pritchard est sans doute mieux parti pour le remporter aussi parce que son rôle... Enfin, je sais que Antoine avait cette expression en disant c'est le 6e titulaire. Et c'est vrai, il a un véritable impact sur les résultats de Boston qui fait une bonne saison. Donc je pense que c'est le joueur le plus en vue. Je pense qu'il a de bonnes chances pour aller choper ce trophée. DeAndre Hunter, c'est dur. Hein. C'est pas un délit de sale gueule. C'est qu'en fait, il y a tellement de saisons où je me suis dit cette année, il va passer un cap. Et finalement, c'était pas le cas. Que là, il est en train de passer le cap. Mais je reste un peu frileux. J'attends de voir quand même s'il confirme ça sur le reste de la saison. Mais il est vraiment très bon. Hein. Le syndrome Patrick Williams, tu veux dire, c'est ça? Patrick Williams, en fait, Patrick Williams, j'y ai moins cru quand il est André Hunter. C'est juste que, par exemple, souvent on parle de Zach Lowe et des podcasts de Zach Lowe, voilà, etc. Je sais que c'est un joueur au début de saison, à chaque fois, il disait ouais, cette année, si Patrick Williams passe le cap, et même lui, il a fini par revendre tout le terrain qu'il avait sur l'île Patrick Williams, il a fini par tout revendre. Donc bon. Et je ne mentionne évidemment pas l'homme dont tu attends toujours les progrès fulgurants chaque année, c'est Anthony Bennett évidemment, mais qui n'est plus vraiment parmi nous malheureusement, qui n'est plus un NBA. Ouais. C'est pour le trophée de MVP ou pour First Ballot Hall of Famer, je pense. Voilà, ça devrait le faire. Une question qui est un peu liée au trophée, ou en tout cas à l'un des trophées, celui de coach de l'année, une question de Florian, qui aimerait notre point de vue concernant ce trophée et les critères d'attribution. Et il a un cas précis en tête d'un coach qu'il estime très très sous-estimé à son sens. Il me dit « J'ai l'impression que de plus en plus, le coach of the year récompense celui qui fait mieux que prévu compte tenu des attentes, ou qui est le coach de l'équipe surprise, plutôt que simplement le meilleur coach de l'année. » Certes, c'est un critère qui peut tout à fait être primordial, mais j'ai l'impression que les autres sont mis de côté en partie. L'exemple le plus flagrant est, je trouve, le cas de Joe Mazzulla. Je précise que je ne suis pas fan des Celtics et que j'essaye juste d'être objectif. L'an dernier, pour sa 2e année de coaching seulement et avec un effectif qui a bougé, il termine de loin premier de toute la NBA avec un bilan de 64-18. Il n'est pas dans la discussion, il est hors top 3 en tout cas. Cette année, au tiers de la saison, alors que Boston est 2e dans toute la NBA en 21-5 et que l'on commence à se pencher sur les différentes courses au trophée, il n'est toujours cité par aucun média ou analyste basket. Ce n'est pas contre vous spécialement. Je pense que l'argument consistant à dire que, au vu du très bel effectif des Celtics, il n'y a rien d'extraordinaire et que c'est juste normal, le disqualifie d'emblée. Or, je trouve cet argument trop réducteur. C'est lui qui a réussi instantanément à faire fonctionner cette équipe et à maintenir un niveau élite depuis bientôt 1 an et demi en étant tout jeune coach, avec d'autant plus de pression qu'il a ce roster sur le papier et que cette franchise est la plus médiatisée. Pression qui n'est pas au même niveau pour des coachs d'équipe dont on attend moins. Il va peut-être faire un back-to-back premier de NBA sans jamais avoir été considéré comme un candidat sérieux durant ces 2 années. Que doit faire Joe Mazzulla en plus pour être dans la discussion? Quid des critères pris en compte pour l'attribution du trophée de votre point de vue? Et je suis totalement d'accord avec cet avis-là. Malheureusement, je pense que Joe Mazzulla peut faire tout ce qu'il veut. Il n'est pas parti pour gagner le trophée de coach de l'année.
Moi, l'exemple que je cite tout le temps, tu le sais, Shai, c'est celui d'Eric Spoelstra qui a été exactement dans la même situation. Il a hérité de l'équipe avec le Big Three. Et derrière, en fait, c'était même chose. Première année, quand il gagne pas, on dit bon, bah voilà, de toute façon, Pat Riley va sortir de sa retraite, ça en est fini pour Eric Spoelstra. Derrière, il enchaîne 2 victoires, une 4e finale, malgré tout, jamais de trophée de coach de l'année. Euh, et derrière 2 finales NBA encore hein, pour Eric Spoelstra derrière. Toujours pas de trophée de coach de l'année, qu'il ait des équipes avec beaucoup de talent ou pas de talent. Le hit est toujours dur à manœuvrer. Et je pense que Joe Mazzulla, il est parti. Enfin, c'est la même malédiction si on veut. En attendant, je pense que je sais pas dans quelle mesure ils en ont quelque chose à foutre d'avoir ce trophée ou pas. Le milieu connaît leur valeur. Mais par contre, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir pour Joe Mazzulla. Et effectivement, quand tu regardes, même historiquement, tu te dis que des mecs, c'est aussi anecdotique que Sam Mitchell a pu réussir à choper le trophée de coach de l'année après une bonne saison avec Toronto et avant de se faire virer l'année suivante. Je sais que ça t'a chagriné, ça, à l'époque, elle me rappelle. Mais en fait, c'est trop fou. Ou même un entraîneur comme Jerry Sloan qui a jamais récolté le trophée de coach de l'année en ayant fait au-delà des 2 finales perdues avec le Jazz, c'est un peu la même chose. Utah a toujours été bon pendant 20 ans. Alors tu peux dire oui, il avait Stockton et Malone. En même temps, c'est lui qui les faisait jouer. De la même manière que c'est Eric Spoelstra qui a trouvé le moyen de faire jouer ensemble le Big Three à l'époque de Miami, ou que Joe Mazzulla, là, a réussi malgré tout à enchaîner les finales NBA avec son équipe. Donc malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir à court terme pour Joe Mazzulla. Je pense qu'il faudra qu'effectivement que Boston repasse peut-être par des années de vache maigre et remonte par la suite à un très haut niveau pour que sa qualité d'entraîneur soit reconnue. Par contre, je partage l'avis. Effectivement, c'est un excellent coach NBA, que ce soit sur les aspects stratégiques ou même comme leader. Je pense que voilà, il a vraiment trouvé sa voie au sein du vestiaire de Boston. C'est une histoire pas banale en plus, la manière dont il est arrivé. C'est-à-dire que c'était déjà un très jeune assistant coach, hein, quand même, avec les Celtics. Et puis il s'est retrouvé là, personne ne l'attendait. En fait, au moment où il y a eu l'affaire avec Ime Udoka, on s'attendait à ce que ce soit peut-être un des assistants avec un peu plus de référence et d'expérience qui soit nommé. Il n'était même pas sur le devant de la scène des assistants. C'est ça qu'il faut dire. Il y a une sorte de hiérarchie chez les assistants. Ouais, c'était au 2e rang. Deuxième rang des assistants. C'est le coup de génie de Brad Stevens, c'est de dire, c'est ce mec-là qu'il nous faut, quitte à ce que ce soit critiqué dans un premier temps. Ça a été critiqué parce que on n'en parle pas souvent, mais il y a eu des soucis il avait été arrêté, il y avait une affaire de violence dans un bar à l'époque, bref. Il n'avait pas la plus grosse cote parmi les assistants. Très jeune, hein, je leur dis, là, il a que 36 ans, Joe Mazzulla, quand même. Il est plus jeune que pas mal que certains joueurs de la Ligue actuellement. Et il arrive, malgré ça, malgré les critiques, il faut se rappeler de sa première saison. À la fin de la saison, les joueurs sont pas loin de le lâcher. Les réunions se font sans lui. La série contre le Heat, où ils sont à l'agonie, tu as l'impression qu'après, il va se faire virer. Au lieu de ça, Brad Stevens, il continue de remiser sur lui. Tout le monde dit, bon, bah, au moindre accro, il sera remercié. Et finalement, il est là, il remporte le titre. Et il fait partie des techniciens les plus intéressants à écouter aussi. Moi, j'aime bien l'entendre parce qu'il y a aussi, il a une fibre football qui me parle parce qu'il est super fan de foot, il est pote avec Pep Guardiola, donc je le trouve un peu différent des autres coachs qu'il y a en NBA. Son histoire, elle est assez incroyable et c'est l'un des meilleurs coachs NBA, il n'y a pas à dire. Par contre, je vois pas ce qu'il peut faire de plus que ce que tu as dit pour être dans la conversation. C'est un peu l'injustice des équipes les mieux classées. Et être. Après, est-ce que c'est pas mieux dans l'absolu d'être reconnu comme le meilleur coach ou l'un des meilleurs coachs constamment pendant tes 15, 20, 25 ans de carrière, comme c'est le cas de Popovich, comme Eric Spoelstra aussi, que une année de gratter un titre comme Sam Mitchell ou d'autres sans vouloir leur faire offense. Je pense que pour son héritage, c'est bien d'être constamment considéré comme l'un des meilleurs. Puis il a le temps, hein, tu te rends compte, 36 ans, s'il veut, il a encore 30 ans de carrière sans aucun problème. Donc voilà, je reconnais que moi, j'y croyais pas beaucoup dans un premier temps. J'étais très étonné que Mazzulla ait eu le job. J'étais très étonné qu'il reste en poste après tout ce qu'il y avait eu. Et au final, bravo Brad Stevens, qui est quand même c'est un cerveau dont on parle pas tout le temps non plus en NBA. On en a beaucoup parlé à une époque, c'était le mec en vogue quand il était coach. En tant que dirigeant, il prend quand même des bonnes décisions aussi, hein, faut le reconnaître. Il a pris quasiment que des bonnes décisions et par certaines décisions qui n'avaient pas été comprises sur le moment se sont avérées extrêmement payantes par la suite. Donc non, par exemple, Derrick White, c'est un des plus gros coups de ces dernières années au bout du compte d'avoir réussi à aller chercher Derrick White. Ouais. Donc, mais tu as raison sur Brad Stevens. Hein. J'aimerais bien être
comment dire, tu sais, un petit papillon là qui se cache dans son bureau pour voir s'il continue quand même de regarder les matchs. J'en suis sûr que oui, il était le même œil de coach C'est sûr. avisé, parce qu'en fait, pendant des années, on se disait, mais lui, ça va devenir l'un des très grands coachs de la ligue. Et finalement, Ouais. très vite, il a bifurqué vers autre chose et puis il a mis en avant un autre jeune entraîneur plein de talent. Ouais, c'était un choix qui avait surpris aussi à l'époque et ça a été très pertinent. Ouais. C'était le coach en vogue hein, aussi, Brad Stevens. T'as raison de le rappeler. Question suivante, question de Ready pour la plage. On sent qu'il y en a qui ont envie de partir en vacances déjà, qui sont déjà à la tête, qui nous salue en nous disant bonjour à mes canards boiteux du matin. Et il s'explique. Canard pour la référence au journal, boiteux tous sauf Shy Survivor. C'est marrant, c'est gentil, mais C'est clair. c'est vrai qu'on a une période entre les maladies et les absences, c'était pas évident, mais voilà, on est fidèle au poste. Et matin, parce que vous êtes ma routine du matin, et merci pour votre enthousiasme. Sa question, en regardant par curiosité les leaders des rebonds offensifs qui tournent à plus de 3 rebonds offensifs par match, ce que l'on peut traduire par 9 points supplémentaires potentiels récupérés, je m'aperçois qu'il n'y a que 2 Américains parmi les 11 premiers. Il ne faut pas avoir peur de prendre des coups et de sauter dans le vide pour prendre autant de rebonds offensifs. C'est une façon de voir le basket assez différente. Le ballon en l'air et une seule personne, le ballon est en l'air, pardon, et une seule personne l'aura. Aucune adresse n'est demandée, aucune technique, uniquement de l'envie et de la vista. Trouvez-vous donc que le fait qu'il n'y ait que 2 Américains soit logique, compte tenu que les Européens se concentrent sur le fait de ramasser les miettes que leur laissent les stars? Est-ce que du coup vous considérez que c'est logique qu'ils soient en tête du classement? Ou est-ce que c'est un des fondamentaux qu'on acquiert en basket FIBA et pas en NCAA? Alors c'est vraiment intéressant parce je sais pas si on peut comment dire, en déduire qu'il y a une raison qui est, enfin, si l'origine des joueurs vraiment joue un énorme rôle là-dedans, je saurais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un côté, comme toujours, il y a des vagues en fait, dans des vagues, des modes dans le basket. Euh, Ces dernières années, le rebond offensif avait été quasiment abandonné par les équipes qui étaient plus orientées vers le fait de assurer le repli défensif et en se disant bon bah c'est pas grave, on va pas jouer le rebond offensif systématiquement comme ça pouvait être le cas dans les années 90 ou par le passé. Et j'ai l'impression que c'est peut-être en train de changer à nouveau parce qu'en fait on le voit même à des niveaux très amateurs en fait. Moins les équipes jouent le rebond offensif, moins les adversaires savent vraiment être efficaces au rebond défensif. Donc en fait, je pense que c'est aussi par vague. Et moi, je serais pas étonné qu'il y ait à nouveau un renouveau un petit peu du rebond offensif. Je suis pas tout à fait d'accord sur le manque de technique. Il y a un petit peu de technique pour le rebond offensif. Ce que j'aime bien moi là-dedans, c'est qu'il y a un côté très joueur en fait. Et Ouais. que parmi les joueurs que j'ai préférés, moi notamment Elton Brandt, dont j'étais fan, était monstrueux au rebond offensif, alors que c'était pas du tout le joueur le plus grand sur le terrain, mais il avait notamment une technique que je trouvais vraiment très forte, où il allait se mettre vraiment sous le panier, limite de l'autre côté de la planche, quand il y avait un tir, et derrière il reculait, en fait, il se mettait collé à la ligne de fond, et il reculait en sortant son postérieur Ouais. pour se mettre en position préférentielle. J'ai toujours trouvé... Enfin, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas plus de joueurs qui en prenaient de la graine. Ce qui est vrai, par contre, par rapport à la question qui est posée, c'est voilà, les joueurs qui vont en chercher beaucoup, ils ont un tempérament, un goût un petit peu pour ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut être un peu joueur en fait. Il faut avoir envie vraiment d'aller chercher ces ballons. Il y a quelques joueurs dans la liste, hein, parce que du coup, j'ai pas dit. Enfin, il nous Ouais. a donné effectivement le nombre de joueurs, mais si on prend, alors là, Zubac, non? il nous a envoyé une petite capture d'écran du top 11. Vas-y. Le premier, le joueur qui prend les 2 joueurs, attends, il y en a 3 même. Ouais. Les 3 joueurs qui prennent le plus de rebonds offensifs en moyenne par match, il y a Jakob Poeltl, Walker Kessler, qui est donc l'un des 2 Américains, Ivica Zubac, je l'ai dit, hein, il a ça, Ouais, j'adore. c'est une des caractéristiques de son jeu. En quatrième, Yves Missy, 3,8. Également 3,8, un certain Nikola Jokic. Ensuite, on trouve Clint Capella, donc Missy européen aussi, hein, enfin né en Belgique en tout cas. Nikola Jokic, Clint Capella, 7e Alperen Sengun avec 3,5. Moussa Diabaté, 3,5 aussi, quand même, avec un temps de jeu inférieur à celui de beaucoup des autres pontes de ce classement. 9e, Domantas Sabonis, 3,4. Kevin Looney, le 2e américain du top 10, 3,4. Et Rudy Gobert, 11e, 3,4 aussi. Voilà. En fait, ce qui est marrant dans ce classement, c'est que tu as, mais peut-être à l'exception de Zubac, tu as en fait, tu as soit des role-players américains, soit des stars quasiment européennes, que ce soit Sabonis, Jokic, Sengun, des stars sur ce poste pour le coup de pivot, quoi. Ouais, c'est ça.
C'est Quoique non, j'exagère, t'as dit Moussa Diabaté aussi, qui est pas une star, hein. ouais, bah, lui, c'est vraiment une des caractéristiques de son jeu que j'adore. Il y a un côté, tu parlais enfin, il y a l'envie, une forme de moteur, tu vois, de joueur qui s'arrête jamais. Pour moi, c'est une vraie qualité quand même d'avoir des joueurs comme ça. C'est pour ça que j'ai mis Moussa Diabaté dans les joueurs que je préférerais voir en équipe de France aussi à l'avenir, Mm. parce que parfois il y a des matchs dans des compétitions où ça se joue bêtement sur l'envie supérieure par rapport à l'adversaire de récupérer un rebond offensif, hein, d'éviter une sortie. Et j'ai l'impression que c'est ce genre de joueur-là que peut être un Moussa Diabaté, par exemple, tu vois. Voilà. Ouais, non, c'est clair. On enchaîne à les questions de Zakaria. Bonjour, j'ai 14 ans, je suis fan de foot et de Vinicius Junior en particulier que je trouve sous-coté. Ne t'inquiète pas Théo, je vais t'aiguiller hein, si tu as du mal. C'est un joueur lituanien, non? Ça aurait pu, Vinicius. Un petit Brésilien du Real Madrid. Selon vous, il nous dit, selon vous, quel joueur en NBA a le même talent que lui, mais pas la reconnaissance qu'il mérite? Parce que pour te dire, Théo, Vinicius, actuellement, c'est la star du Real Madrid, en gros, donc quand même Ok. le plus gros club du monde. Il a fait une saison où il les a menés jusqu'au titre de champion d'Espagne, si je dis pas de bêtises. Il a remporté la Ligue des Champions. Il a pas une cote d'amour incroyable parce qu'il est considéré comme un peu provocateur, provoquant. Et donc, il n'a pas eu le ballon d'or qui est l'espèce de Graal individuel chez les joueurs de foot. Ça a été donné à un milieu de terrain espagnol, Rodri. Donc, il y a beaucoup de supporters de Vinicius qui le considèrent. Bon, il est Mal extrêmement aimé. talentueux, mal aimé et qui n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Ce serait un peu Embiid avant qu'il ait ses MVP, si tu veux. Tu vois, ce serait un peu D'accord. ce genre de choses. Et donc, est-ce qu'il y a un joueur comme ça en NBA actuellement qui serait très fort, donc extrêmement talentueux, mais encore sous-coté, pas assez reconnu Hmm. au goût de ses fans ou à notre goût en tout cas? Alors, j'ai l'impression quand même dans les très très gros talents, par exemple ceux qui peuvent prétendre au trophée de MVP, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment Je pense qu'Antoine nous de gens citerait quelqu'un nommés, quoi. immédiatement. Je pense qu'Antoine nous dirait que Jason Tatum est exactement le joueur de la Ah oui, oui. description. Si, Alors, si, du coup, tu sais, comme tu disais ouais, provocateur, du coup, bah, forcément, je pensais pas du tout à ouais. Tatou, mais non, mais t'as raison. Oui, t'as raison. Là, dans le sens où, objectivement, euh, et d'ailleurs, il est dans la discussion pour le trophée Mm. de MVP, mais oui, je vois ce que tu veux dire pour Tatou, mais effectivement. Je sais pas s'il C'est y en a ça. beaucoup d'autres, quoi. Ouais. Non, je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a gagné, là, en plus, récemment. Vinicius, en l'occurrence, il a gagné avec le Real Madrid aussi en étant déterminant dans la victoire. Et Tatum, il y a ce côté. Antoine le trouve encore sous-coté parce qu'on considère que il est peut-être pas top 5 MVP, il est peut-être pas top 5 des meilleurs joueurs si tu les prends individuellement, tu vois. Et je trouve que ça s'entend parce que c'est quand même un joueur très très productif, très adroit, qui défend bien. Donc pour moi, il est extrêmement talentueux, mais il est peut-être encore un peu sous-coté. Alors, pas contractuellement, parce qu'il va devenir le joueur le mieux payé, ça c'est une évidence. Donc moi je trouve que ça se prêtait plutôt bien. Après pour les autres, non, à ce niveau de jeu, Vinicius est quand même l'un des tout meilleurs joueurs du monde et ça je pense que personne peut dire le contraire. Il y a peut-être pas d'autres joueurs NBA que Tatum qui me paraissent dans l'équation, à moins qu'on considère qu'un Doncic soit ce côté parce qu'il n'a pas encore été MVP non plus. Mais je pense J'ai pas. pas l'impression que ce soit sous-côté. J'ai l'impression que c'est un joueur clivant, tu vois, Doncic. Il y a Ouais. ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas, mais j'ai pas l'impression que son talent soit vraiment remis en cause. Non, effectivement, je pense pas. En tout cas, voilà, je me suis dit, c'est sûr qu'Antoine il nous citerait Jason Tatum parce que même en off, il trouve qu'on est peut-être pas assez, qu'on encense peut-être pas assez Tatum euh, par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain au Celtics et puis par rapport à sa constance aussi, ça faut le dire. Tatum est C'est quand même vrai. un joueur extrêmement régulier, voilà, Qui est jamais blessé, hein, aussi. qui est quasiment jamais blessé. Ouais. Quand il est absent, c'est plutôt une mise au repos euh, Mm. sciemment, sciemment choisie par les Celtics pour faire souffler un peu tout le monde. Voilà. Question suivante de Momo. J'ai une question au sujet du nouveau format du All-Star Game. Certains trouvent que ce nouveau format, avec 3 équipes de 8 All-Stars et d'une 4e équipe lauréate du Rising Star Challenge, est un format qui pourrait relever la compétitivité des matchs. D'autres militent depuis longtemps pour un match USA contre le reste du monde, le souci probable étant qu'il n'y a que 7 ou 8 joueurs du reste du monde qui sont All-Stars indiscutables. J'ai aussi entendu que Kevin Durant voudrait que l'on retourne tout simplement à un format Est contre Ouest. Et j'aimerais savoir si vous ne pensez pas que la solution pour relever le niveau de ce match serait ailleurs, c'est-à-dire organiser plutôt un mini-tournoi, mais avec une équipe de 8 All-Stars de l'Est, une équipe de 8 All-Stars de l'Ouest, une équipe de 8 All-Stars de reste du monde, et une équipe qui sort du tournoi Rising Star, comme c'est déjà le cas. En gros, qu'est-ce qu'on pense du... je crois qu'on l'avait un peu évoqué avec Antoine, mais pareil, c'était sur un CQFR où tu n'étais pas là. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir ton avis sur le nouveau format. Et est-ce que la proposition de Momo te paraît sensée? Bah écoute,
Je voudrais commencer par revenir sur les propos de Kevin Durant. Ouais. Donc lui qui trouve que c'est une idée absurde, qu'il suffit de faire Est et Ouest et que voilà, ça devrait être comme ça. Moi, ce que je lui demanderais, c'est, dans ce cas-là, pourquoi vous jouez pas les matchs, en fait? Jouez les Mm. matchs, quoi. Et l'autre truc aussi, parce que je veux rester, parce que c'est... Voilà, ça m'a agacé un petit peu ce côté, ce côté de daubé, entre guillemets, sur la NBA qui essaie de réinventer un format parce que les matchs sont inintéressants et que les audiences chutent. Et en même temps, tu dis, toi, en tant que joueur, je dis pas Kevin Durant individuellement, mais en tant que joueur, tu fais partie du problème. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous motiver pour ce match-là? Et l'autre truc, c'est si ça vous intéresse pas, ne soyez plus All-Star. Parce qu'en fait, les joueurs pleurent, j'exagère, mais sont prêts à dire ouais, un tel a été snobé, celui-là, il mérite plus sa place, année après année. On sait l'importance que ça a pour les joueurs d'être nommé All-Star. Mais le but, c'est de jouer le match, en fait. T'es nommé All-Star parce que tu vas jouer ce match. Donc si ça t'intéresse pas de jouer ce match, dans ce cas-là, pas de problème. On peut arrêter tout simplement de désigner des All-Stars. Et dans ce cas-là, ça enlève aussi un truc où tu peux aller renégocier avec ton équipe en disant mais regardez, moi j'étais All-Star, j'étais pas All-NBA, mais j'étais All-Star. Tu peux faire gonfler ta marque, etc. Moi, ça me fatigue un petit peu cet aspect-là. Pour ce qui est de la nouvelle version du All-Star Game, je trouve pas ça inintéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y ait que 8 joueurs par équipe. Donc, deux choses en fait. Les 40 points, parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas être obligé de jouer tout de suite. Tu peux pas attendre les 2 dernières minutes pour commencer à dire allez, on va essayer de le prendre, c'est possible de le prendre. Vu que c'est la première équipe qui arrive à 40 qui gagne, ça te motive à jouer tout de suite. L'autre truc, c'est qu'il n'y ait que 8 joueurs. Ce qui veut dire que les mecs devraient être chauds en fait. C'est pas, tu t'es assis entre les temps morts pub, les animations, ça fait 45 minutes que t'as pas joué, tu t'es échauffé il y a 2 heures, maintenant il faut que tu rentres sur le terrain. C'est normal que tu puisses pas être performant. Donc ça, je trouve ça plutôt positif. Je suis intéressé de voir, parce qu'en fait, l'équipe du Rising Star Challenge, elle va être motivée. Donc peut-être que ça va forcer les anciens à hausser un peu le ton pour pas se faire taper par cette équipe-là. Mais je suis pas sûr que le format suffise à passionner les foules. Déjà, moi, il a fallu que je relise en détail quand même pour capter bien comment ça allait fonctionner. Le All-Star Game, c'est censé être l'événement familial le plus grand public de toute la saison. Je suis pas sûr qu'en cherchant des versions comme ça permet de mobiliser le grand public, ce qui est avant tout l'intérêt de la NBA. En fait, la NBA en tant qu'organe, elle s'en fout en fait que les matchs soient compétitifs. Si les gens continuaient de regarder chaque année énormément, ils s'en foutraient de savoir si le match s'est joué en 200 points par équipe ou pas. Donc, je suis pas sûr que ça suffira à remotiver tout le monde. Les matchs devraient être, je pense, quand même plus disputés, mais c'est là où je vais boucler et revenir sur ce que disait Kevin Durant. Est-Ouest, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, aux joueurs de se prendre en main, de se prendre en charge, c'est pas un problème de... Limite, c'est pas le problème de la Ligue, c'est le problème des joueurs. C'est à eux de se motiver pour ce truc-là. Et si ça les intéresse pas, encore une fois, qu'on supprime carrément le concept de All-Star. Et là, on verra si les mecs sont motivés ou pas. Moi, je pense qu'on va en arriver là. On en parlait justement aussi un peu plus tôt dans la semaine, mais l'idée que j'avais lue sur Twitter de supprimer purement et simplement le All-Star Game, si toutefois les nouveaux formats ne fonctionnent pas. J'aime, le format de Momo n'est pas inintéressant non plus. Hein, une équipe Oui, carrément, pardon, j'en ai pas parlé, mais oui, t'as raison. de joueurs hors US, je trouve ça cool. Rising Star, si tu as des joueurs là, pour le coup, qui ont vraiment faim, qui veulent se montrer, parce que c'est leur occasion. Si ce genre de format est peut-être encore un essai, allez, je serais OK pour laisser un autre essai, peut-être une formule hybride. Ça fonctionne pas. Moi, je dis supprimons le All-Star Game. Enfin, le match en lui-même, le All-Star Weekend, on le maintient. Tu gardes les trucs qui sont relativement divertissants pour le public, c'est-à-dire le concours à 3 points, éventuellement le concours de dunk, même si là aussi on commence à en arriver au bout du concept, et on met la finale de la NBA Cup qui a l'air de satisfaire plutôt les gens. Les gens sont étonnamment pris au jeu, les joueurs aussi, pour des raisons financières ou autres, peu importe. Mais moi, je serais pour ça. Et puis peut-être que le fait qu'il y ait de l'absence de All-Star Game va créer une forme de nostalgie, de manque, et qu'on pourra peut-être à un moment se dire « Ah, c'était quand même pas si mal » et tout. Donc, mais moi, je suis aussi pour pas insister, ça sert à rien, hein, en fait. Au bout d'un moment, ça fait combien d'années qu'on dit que l'All-Star Game, c'est déjà petit, je me rappelle. Alors, quand on a 13-14 ans, qu'on voit, on se formalise pas de l'absence de défense, c'est pas grave, c'est cool, on veut voir des Timac qui jettent le ballon contre la planche et qui dunk, c'est sympathique. Et puis après, tu dis, bon, alors, ok, maintenant, à quoi ça va ressembler? Et puis ça ressemble pas vraiment à un match de basket, donc c'est un peu compliqué. Moi, je serais pour que ça cesse, au moins pendant un temps. Si ça ne manque pas aux gens, pas de problème, on réinvente un peu le truc. Et tu as raison, on n'utilise plus le All-Star Game comme une mesure de la qualité d'une carrière, par exemple.
ça sert aussi à ça quand même à la base. Et voilà, on trouve autre chose, c'est pas grave, parce que là, c'est presque pénible, et même pour les joueurs, ça a l'air d'être pénible. Donc, enlever ça, trouver d'autres idées. Les concours, c'est très bien, c'est moins engageant physiquement, concours à 3 points, les duels entre shooters, les dunks, on en reparlera, faudra trouver quelque chose, mais moi, le match en lui-même, non, c'est... Et pourtant, j'ai une forme de nostalgie, parce que j'ai adoré des All-Star Games quand j'étais petit, c'est super pour en mettre plein les yeux de jeunes fans, peut-être, mais pour les adultes qui ont un peu bourlingué en NBA, et pour les joueurs eux-mêmes, tu vois, je disais à Antoine, tu te rends compte qu'Anthony Edwards, qui a 23 ans et qui est censé être le joueur qui motive un peu tout le monde, dit lui-même que ça le saoule de faire l'All-Star Game. Donc je pense que le concept a vécu. Je vais regarder avec curiosité ce qui va se faire cette année, mais je pense que ça ira pas plus loin. Hein. Ouais, et puis de toute façon, tu sais, j'ai l'impression qu'on cherche des solutions compliquées à un problème tout simple et que ça mène jamais nulle part. Enfin, tu te rappelles, tu parlais du concours de dunk quand il y avait la roue avec les figures imposées. Ça marche pas, ces trucs-là. En fait, il faut que ça vienne des joueurs. Et encore une fois, si ça leur plaît pas, qu'ils ne soient plus All-Star. Mais moi, je parle même pas juste de All-Star Game, c'est qu'on enlève ce principe de All-Star. Ouais. On verra cette année ce qui se passera. Cette année, c'est à San Francisco? Non, c'était l'année dernière. Je suis perdu. Il y a eu Indianapolis. Et je suis en train de me mettre des bâtons dans les roues tout seul. Et je vais vous dire en direct. C'est pour vous dire, avant, je savais sur les 3 années qui viennent. Ah oui, c'est ça, c'est bien à San Francisco, j'ai pas dit de bêtises. Pas besoin de doute, j'ai pas osé me mouiller. Je t'ai laissé te débrouiller tout seul, lâchement. Je t'ai même pas lancé une bouée, j'ai juste tourné les talons et je suis rentré dans ma voiture. Mais oui, donc on suivra quand même, en espérant qu'il y ait un sursaut, quelque chose des événements qui nous fassent nous y intéresser. Mais en tout cas, c'est entre le 14 et le 16 février cette année. Voilà. Question de Lucas. Attention Théo, je te préviens, question qui pourrait te valoir des commentaires te traitant de gauchiste intramuros hors sol. Je sais que... C'est ça. Voilà, je sais que tu attends toujours avec impatience ces commentaires savoureux. Lucas nous dit merci l'équipe, j'ai reçu mon livre, il est superbe, même si à mon goût le nom de Patrick Beverley ressort un peu trop pour un livre sur les GOAT. Lucas nous dit j'entretiens un rapport amour-haine à la NBA. Si le volet sportif est toujours aussi intéressant, le modèle économique est plus questionnable. Non pas qu'il soit nouveau, mais à l'image de la société, il suit une fuite en avant capitaliste vers une ultra-globalisation au prix d'aberrations évidentes. Une expansion à Las Vegas, pour le charme on repassera. Match en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, pour les droits de l'homme on repassera. 70 millions de dollars par an pour un seul joueur, Tatum le premier mais sûrement pas le dernier, on repassera. Les 3/4 des proprios qui soutiennent Trump. Aberration écologique, toujours plus de trophées, de matchs, de shows paillettes, toujours plus de tout. Ma question, dans un monde idéal, en restant rentable, la NBA peut-elle continuer de susciter le même intérêt en changeant son modèle? Et quel changement proposeriez-vous? Alors, c'est compliqué comme question parce que c'est pas du tout une question que la NBA se posera jamais cette question-là. Moi, je suis pas surpris en fait. Finalement, la chose qui me gêne le moins dans toute la liste des choses qui ont été énumérées, c'est le salaire des joueurs au bout du compte. Parce que malgré tout, sans eux, il se passe rien. Et donc, je suis ravi qu'une partie, la majeure partie des gains générés reviennent aux joueurs. Finalement, ce sont... Le raccourci que je vais faire peut sembler un peu choquant, mais ce sont eux les premiers travailleurs de ce championnat. Une meilleure répartition de l'argent généré, bien sûr qu'on serait pour, quoi. Je veux dire, l'autre chose, je reste au moins sur cet aspect-là parce que il faut le noter quand même que aux États-Unis, en tout cas pour les stars, en fait. Plus peut-être que partout qu'ailleurs. En tout cas, il y a quand même cette culture de redonner. Donc, tous ces joueurs NBA qui gagnent énormément d'argent, tous redonnent aussi quand même beaucoup d'argent, il faut le savoir. Tous aussi, quasiment, ils ont leur propre fondation. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est le meilleur moyen de servir de cet argent qui est redonné pour des causes caritatives quand c'est multiplié par différentes intentions individuelles ou organisations individuelles. Donc, cette partie-là me choque dans l'absolu. Bien sûr, tu dis, ça reste des gens qui font un sport, qui jouent à acheter un ballon dans un cercle. On ne va pas avoir ce discours un peu primaire de dire ils ne sont pas là à sauver des vies, ils ne sont pas là à éduquer des gens à travers le monde. Oui, malheureusement, c'est peut-être du cynisme, mais je me pose plus forcément cette question-là. Par contre, non, je vois pas de... Tout le reste de ce qui a été noté dans la question, effectivement, je trouve ça choquant, fondamentalement. Malheureusement, je vois pas d'autres modes de fonctionnement et je vois pas surtout de volonté que cette partie-là des choses changent sur l'NBA.
Je pense pas non plus, ça dénaturerait aux yeux en tout cas des patrons de la NBA, que ce soit les propriétaires ou même en plus haute, dans des plus hautes sphères. Hein. Je pense que ça dénaturerait l'identité de la NBA et il n'y aura pas trop de réflexion là-dessus, à mon avis. En tout cas, les réflexions que Lucas fait avec nous, évidemment, que moi, quand j'entends un proprio dire des trucs qui me choquent un peu, que je trouve, voilà, après, c'est des questions politiques, on n'est plus sur le terrain du sport. Sur le sport en lui-même, moi, je suis d'accord avec toi, les acteurs eux-mêmes, les joueurs me posent pas de problème. Je me dis pas, ah mince, je soutiens un joueur qui est là. Mais je pense pas qu'il y aura de remise en question. Ils se disent, il y a personne en NBA qui se dit mince, on a un modèle trop proche trop capitaliste, trop ultra global. J'y crois pas une seconde. Donc malheureusement, c'est un peu pessimiste, mais ça va être un peu si c'est tant en opposition avec tes croyances, les valeurs que tu Conviction, défends et peut-être, ouais. tout, tes convictions. Il y a malheureusement pas d'autre moyen que de s'en détacher purement et simplement parce que ça ne changera pas en fait, pas cette ligue-là. Il peut y avoir des changements à la marge, des améliorations. Là, on voit au niveau je sais pas, des droits civiques, de la défense de certaines causes, ça évolue. La NBA est d'ailleurs pas la ligue la plus problématique de ce C'est ce que j'allais côté-là. dire. Mm. Voilà, elle a plutôt été pionnière sur certains aspects, mais ça n'empêche pas, oui, qu'il y aura toujours des trucs qui peuvent contrarier les uns et les autres. Euh, ouais, moi aussi, parfois, je me dis, mince, bon, il y a des trucs qui me chagrinent, mais que ce soit bien ou pas, entre guillemets, l'amour du basket et le plaisir que j'ai à suivre cette ligue prennent quand même très, très souvent le dessus et me font dire que bon, bah, c'est un peu comme ça et qu'il faut composer avec, quoi. Voilà. Oui, et puis tu fais bien le souligner, c'est vrai que parmi les grandes ligues américaines, la NBA n'est pas la pire de C'est ce clair. côté-là. La NBA aussi redonne beaucoup Mhm. sous forme d'opérations caritatives. Je pense que, enfin, très honnêtement, il y a aussi parfois c'est aussi une manière aussi de s'implanter dans certains marchés, d'y construire certes des fondations, des terrains, mais aussi de pouvoir avoir un œil sur ce qui s'y passe de manière à attirer ensuite les talents et le public à elle. Voilà, ça on en a conscience. Et c'est pas propre à l'NBA. Il suffit de voir, par exemple, que l'Euroleague a annoncé récemment, enfin, c'est dans les dernières semaines, là, que le Final Four se jouerait à Abu Dhabi, pour voir que malheureusement, c'est pas des considérations qui concernent uniquement la NBA. Tout à fait. Petite dernière question, Théo. Question d'Erwan qui me dit. Alors, je prends la question un peu pour moi, tu vas voir. J'ai l'impression pas d'être ciblé, mais c'est tout à fait des trucs que j'ai pu dire. En début de saison, donc c'est une question sur la WNBA. En début de saison, on nous expliquait que Cameron Brink, drafté en deuxième position, était l'un des plus gros styles de l'histoire. En milieu de saison, on nous expliquait que Paige Bakers et Juju Watkins ont une Caitlin Clark dans chaque doigt. Et en fin d'année, on nous explique que Caitlin Clark, élue athlète de l'année par Times, est une insulte au passé, au présent et au futur de la WNBA. Tel le critique cinéma pour qui le meilleur film de l'année est toujours un film kazakh qui a fait 87 entrées à Paris, tel le critique musical pour lequel le meilleur album d'un artiste est toujours un EP autoproduit dans un garage et que personne n'a entendu, les experts WNBA se sont-ils donné pour objectif de préserver leur art du succès et du grand public? Alors, c'est une question que je trouve très intéressante parce que moi, je suis un peu, pareil, je suis un peu partagé sur la question de. Enfin, pendant des années, je me suis dit, c'est un peu abusé, la WNBA, personne la regarde alors qu'il y a tellement de choses intéressantes dedans. Il y a un niveau de jeu que j'adore, il y a des joueuses, des filles avec des histoires incroyables et tout. Et en même temps, parfois, je suis un peu, je suis un peu refroidi par l'arrivée de certains nouveaux fans qui arrivent avec leur regard et le prisme NBA ou autre et qui du coup font des affirmations des enflammades pour des joueuses ou des équipes voilà, qui me semblent parfois être un manque de respect pour les filles qui étaient déjà là avant ou autres. Et en même temps, leur présence est éminemment nécessaire pour que la WNBA grandisse, pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent, que ça se démocratise finalement. Donc, on va dire, alors je dis pas que je suis expert WNBA, mais je me reconnais dans des trucs que Carwan a listés et je comprends aussi que ça puisse agacer qu'il y ait cette impression, qu'on dégage cette impression-là, les gens qui en parlent souvent et beaucoup et avec passion, que ça donne un côté un peu élitiste, du genre, bah oui, non, mais notre ligue est cool, mais on veut pas forcément de vous si vous y connaissez pas grand-chose, tu vois. Et ça fait ça pour plein de trucs. Et les exemples qu'il a trouvés sont extrêmement drôles. Et je reconnais aussi des amis à moi avec lesquels, si on parle de cinéma, le film kazakh qui a fait 87 entrées à Paris, c'est le chef-d'œuvre. Théo, les albums, les EP autoproduits dans un garage, je pense aussi que voilà, t'en as entendu parler là-dessus. Donc voilà, je comprends et je pense, moi je suis pas sûr que ce soit une volonté farouche de préserver
Moi, je veux préserver une certaine partie de l'identité de la WNBA, c'est-à-dire qu'elle est différente de la NBA sur le style de jeu, sur les histoires des filles, c'est pas les mêmes que celles des garçons. Il y a des enjeux aussi différents. Et en même temps, je veux aussi qu'il y ait de plus en plus de monde qui regarde. Donc, je suis un peu partagé sur la question. Voilà. Oui, non, c'est assez drôle. Elle est très bien Elle est formulée très cette bien question. formulée. Alors moi c'est peut-être un peu plus simple parce que j'ai quand même toujours suivi la WNBA, mais jamais d'aussi près, effectivement, sans doute que ces dernières années, ou clairement jamais d'aussi près que toi, Shai, mais ça m'a quand même toujours intéressé. J'ai eu la chance aussi, faut reconnaître que Slam, par exemple, qui a été une espèce de bible un peu quand même pour pas mal d'entre nous, a toujours traité aussi les filles. Donc voilà, il y a des tas de joueuses dont j'ai appris qui elles étaient, leur style de jeu en lisant des papiers, un petit peu ce qu'on essaie de faire aussi dans Rivers, où il y a toujours Bien sûr. aussi des papiers sur les filles, même si c'est jamais la majorité de chaque MOOC ou de chaque magazine par le passé. Donc moi, c'est vrai que je me suis pas senti dépossédé par quoi que ce soit avec l'énorme médiatisation de Caitlin Clark. En fait, ce qui est dommage, mais je pense que c'est aussi une évolution de notre société où il y a de moins en moins de place pour le gris et tout est tout noir, tout blanc. Et le cas de Caitlin Clark, il est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a effectivement raison et il y a la place pour célébrer la joueuse hors norme, je pense, voilà, qu'elle est, tout en rendant hommage aux joueuses qui l'ont précédée. Enfin, voilà, j'en parlais cette semaine, j'étais invité par les copains de First Team, on parlait un petit peu du fait qu'elle ait été élue athlète de l'année. Moi, je suis quand même bluffé en fait par la maturité de cette joueuse qui a réussi, je trouve, dans sa communication et dans sa manière d'être, à ne pas se laisser piéger en fait par tout ça en fait, par cette surmédiatisation, sur le fait qu'elle ait essayé d'être instrumentalisée de droite et de gauche, qu'on lui ait créé des polémiques absurdes. Enfin, on en a parlé toute l'année de les confrontations avec Grise, comme si, alors qu'il n'y a pas vraiment de fond, il n'y a pas de fondement à tout ça. Je trouve qu'elle s'en sort très bien. J'espère maintenant que ça va... Enfin, j'espère que... C'est même pas que j'espère, on sait son rayonnement et l'impact qu'elle a eu. Dans la question... Pardon. On parlait de Paige Bakers. Je pense pas que Paige Bakers aurait pu sortir le modèle qu'elle a sorti cette année avec Nike et et même le prix de commercialisation de la chaussure de Paige Bakers pour une joueuse qui est encore universitaire. Je suis pas certain que ça aurait été la même chose s'il n'y avait pas eu Caitlin Clark pour quand même braquer le regard de tout le monde depuis 2 ans sur la NCAA et sur la WNBA. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde et j'espère simplement que ça va devenir la norme en fait et qu'on se posera plus la question et que tout ça va être banalisé. Moi, je doute pas du fait que Caitlin Clark, son talent sera pas banalisé, il n'est pas à banaliser. Elle est partie pour faire une très grande carrière, comme d'autres qui vont la suivre, comme d'autres qui l'ont précédée. Et voilà, tant mieux. Moi, je me dis voilà, moi je suis ravi en fait qu'on parle plus de basket, que ça soit de la WNBA ou de la NBA, ou de l'Euroleague ou de la LNB. Tout me va et je pense que la grande chance de la WNBA, on en avait parlé ensemble, Shai, c'est que les figures de proue qui sont aujourd'hui extrêmement médiatisées, que ça soit Caitlin Clark, que ce soit Angel Reese, que ce soit Cameron Brink, qui a malheureusement été blessé, ou Paige Bakers, qui arrivera l'année prochaine, elles ont toute une maturité quand même au-dessus du commun, je trouve. Elles maîtrisent des outils de communication et les outils de communication modernes. Et donc, je pense que la WNBA et le basket féminin est dans une super situation pour se développer. Bah, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. En fait, je pense que pour réconcilier un peu les deux sentiments que je ressens, il faudrait peut-être qu'il y ait plus de... Et c'est aussi le travail de la WNBA, des médias et tout ça, hein, mais de rappeler qu'il y a eu des gens avant. Tu vois, parce que pour tous ceux qui ont suivi, on se dit, mais alors oui, Caitlin Clark, elle est fantastique. Moi, enfin, ce qui est fou, c'est qu'avec les gens avec lesquels je suis ça depuis des années, ça fait 4 ans qu'on dit, elle est incroyable, cette fille, c'est fou, elle va tout casser, elle est phénoménale, on n'a jamais vu ça. Donc, on était très enthousiastes, on était dans le wagon, hein, entre guillemets, dans les conducteurs du train. Et maintenant qu'on essaie d'apporter un peu de bémol et de nuance en disant, elle est fantastique, mais doucement, dites pas que c'est la GOAT, dites pas que c'est la meilleure joueuse de la ligue et tout. On dit, ah ouais, non, mais vous êtes des haters et c'est parce que c'est elle et parce que machin. Et c'est peut-être parce qu'on célèbre pas assez ce qui s'est fait avant. Les joueuses qui l'ont inspiré, elle, par exemple, les joueuses qu'on trimait avec des salaires ridicules et des conditions de travail déplorables, une médiatisation inexistante, elles-mêmes, elles se sentent un peu mises de côté, je pense, et quand elles voient forcément des jeunes joueuses qui arrivent et qui ont tous les outils, le talent et tout pour réussir, qui arrivent à une époque particulièrement bénie pour elles, je pense que voilà, elles sont peut-être un peu en manque de reconnaissance, et moi, c'est pour ça que parfois, je me dis, bon... il en faut pour tout le monde, quoi. Il faut à la fois célébrer le passé
Et Caitlin Clark, elle est fabuleuse. Moi, je l'adore. Enfin, je la trouve incroyable. Mais en essayant de nuancer, j'ai pu passer pour un hater parfois de la nouvelle génération. Et ce que dit Erwan, moi je maintiens, je pense que Paige Bueckers n'est pas moins forte que Caitlin Clark et qu'elle va elle aussi changer le paysage et être une des actrices majeures. Je pense que Cameron Brink, quelque part, c'est un style aussi, parce que même si elle a été prise en 2, c'est une joueuse fantastique. Voilà, l'avenir est radieux. Faut juste faut faire la part des choses entre de l'enflammade et puis un petit hommage au passé aussi, parce que moi, c'est vrai que ça me chagrine parfois de ne pas entendre parler de certaines joueuses connues ou moins connues d'ailleurs. Voilà pour aujourd'hui, Théo. Merci à tous d'avoir envoyé toutes ces questions. On garde bien évidemment de côté celles qu'on n'a pas pu poser, celles que vous avez réservées, les plus impitoyables à Antoine Kimel quand il sera de retour. Et continuez de nous envoyer vos questions tout au long de la semaine à cqfr.rivers@gmail.com. Merci encore d'avoir fait le tri parmi toutes les questions chat et merci à vous tous d'être et vous toutes d'être à l'écoute. On vous dit donc à très vite, profitez bien du week-end et surtout des fêtes de fin d'année. Voilà, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous, à vos proches. Portez-vous bien et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. The game is out there and it's either play or get played.